Bonjour, ce cours est dédié aux étudiants de deuxième année BTS électrotechnique et à tous les gens qui s'intéressent à l'étude de la qualité d'énergie électrique. Je vais commencer par la partie de la pollution harmonique. Bien sûr, la qualité d'énergie électrique, il s'intéresse à l'étude de la pollution harmonique, de la compatibilité électromagnétique et de filtrage d'harmonique. Je vais commencer par la partie de la pollution harmonique, puis je passerai aux normes de la qualité d'énergie électrique et puis au filtrage des harmoniques, bien sûr en utilisant différentes technologies. Le plan que je vais élaborer dans ce chapitre est le suivant. Donc je vais commencer par une petite introduction sous forme d'un rappel sur les charges linéaires et les charges non linéaires, et puis un rappel mathématique sur la décomposition en série de Fourier. Puis, troisièmement, les puissances en présence d'harmoniques. Nous allons voir les différentes relations, les différences entre la puissance lorsque les harmoniques interviennent dans une installation et bien sûr lorsque les harmoniques seront filtrées. Puis dans le quatrième point, les niveaux d'harmonique de quelques charges. Là, nous allons donner des exemples des charges non linéaires, ou bien des charges qui produisent des harmoniques et qui sont leur niveau de la pollution insérée dans un tel réseau. Cinquièmement, nous allons voir les effets des harmoniques sur l'installation. Lorsqu'on parle de la présence des harmoniques dans une installation, bien sûr, il y aura des effets sur les appareils qui sont branchés sur cette installation. Vers la fin de ce chapitre, nous allons nous arrêter sur les normes de la compatibilité électromagnétique. Bien sûr, c'est la partie qui va nous qui va nous amener à l'étude, bien à l'élaboration et à la conception des filtres utilisés. Comme j'ai dit en premier, lorsqu'on dit la charge linéaire, il faut penser à cette linéarité. Il dépend de quoi la linéarité, lorsque je dis charge linéaire ou charge non linéaire. C'est dans ce stade que je donne ces deux définitions pour différencier entre charge linéaire et charge non linéaire. On dit que la charge est linéaire lorsque le courant qu'elle absorbe est sinusoïdal, lorsqu'il est alimenté par une tension sinusoïdale. C'est-à-dire le courant et la tension ont la même forme. La tension sinusoïdale, donc le courant absorbé aussi, sera sinusoïdal. Dans l'autre côté, on dit que la charge est non linéaire lorsque le courant appelé de réseau n'est pas sinusoïdal ou bien n'est pas purement sinusoïdal. Donc, on dit que la charge est non linéaire. La forme de la tension peut être sinusoïdale, mais la forme du courant, elle est différente, elle a une forme différente de la sinusoïde. Par exemple, sur le tableau que vous voyez ici, et bien sûr c'est un tableau que j'ai extrait de documentation Schneider, vous remarquez que le nombre, ou bien un certain nombre d'appareils produisent des harmoniques. C'est-à-dire que ces appareils-là, lorsqu'ils sont branchés à un réseau électrique, ils vont produire des harmoniques. C'est-à-dire que le courant demandé du réseau ne sera pas sinusoïdal. Par exemple, vous avez la forme
de cette courbe ici. C'est une onde qui contient des harmoniques. Donc, comme vous voyez, c'est une onde qui est périodique, mais qui n'est pas sinusoïdale. Alors, cet ensemble d'appareils, par exemple le moteur synchrone, la machine à souder, le four à arc, les convertisseurs. Là, on parle des convertisseurs DC-AC ou bien AC-DC ou bien AC-AC, ainsi de suite. Donc, pour ceux qui ont déjà étudié les convertisseurs, par exemple, on parle du redresseur. Un redresseur, c'est une charge qui est non linéaire et bien sûr, lorsqu'il est alimenté par une tension sinusoïdale, le courant qui va demander, ou bien le courant que va demander du réseau ne sera sinusoïdal. Pour l'éclairage aussi, l'éclairage qu'on appelle l'éclairage économique, les lampes économiques, ils ont aussi une capacité de produire des harmoniques, les onduleurs, les batteries de condensateurs, ainsi de suite. Donc, toutes ces charges que vous voyez ici, ce sont des charges qui sont capables, ou bien qui sont des charges non linéaires, et sont capables de générer les harmoniques, et ils vont donc polluer le réseau. Pour comprendre les effets des harmoniques, bien sûr, nous allons commencer par l'aspect mathématique. Et c'est ce qui est traité par ce deuxième point, qui est la décomposition en série de Fourier. On a dit que le signal, le courant par exemple, il est périodique. Le courant demandé par la charge, il est périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. C'est-à-dire quoi périodique? Monsieur Fourier va nous répondre par cette définition, bien par ce théorème. Tout signal périodique de période t est décomposable en une somme infinie de sinusoïdes. C'est-à-dire, si le signal S de t est périodique, alors il se peut, bien on peut l'écrire sous deux formes. La première forme, S de t égale à sigma, c'est la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, de an cosinus n oméga t plus bn, plus bn. Donc, messieurs Fourier me donne, si S de t est périodique, alors S de t égale sigma de n égale à 0 jusqu'à l'infini, de an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. Donc, pour le calcul de A0 à n bn, pour n égale à 0, bien sûr, vous allez remarquer que ce terme-là va s'annuler parce que sinus de 0 égale à 0. Donc, il va nous rester A0. Donc, A0, c'est la valeur moyenne du signal S de t. AN et Bn, ce sont les deux coefficients de Fourier à calculer. On peut exploiter ces deux coefficients pour extraire ce qu'on appelle Cn, c'est l'amplitude Cn, pour réécrire le signal périodique sous sa deuxième forme. La deuxième forme est la suivante, S de t égale à sigma de n égale à 0 jusqu'à l'infini de Cn cosinus n oméga t moins phi n. Donc on a ici la présence d'un déphasage. Avec Cn, c'est le module, ou bien c'est le vecteur de module an au carré plus bn au carré, et phi n, c'est l'arctangente de bn sur an. Donc, si vous comprenez ces relations-là, je serai sûr et certain que la suite sera facile à comprendre. C'est-à-dire, si on veut exprimer ou bien expliquer ce principe de Fourier d'une manière graphique, celle-là, c'est une onde qui est périodique. Mais elle n'est pas sinusoïdale. Donc, d'après Fourier, je peux décomposer cette onde en plusieurs ondes, une à la fréquence 50 Hz par exemple, la deuxième la fréquence 150 et la troisième est à la fréquence 250. Cette première onde-là, qui est à la fréquence 50 Hz, déjà 50 Hz, c'est la fréquence de ce signal. C'est-à-dire si on calcule la période de ce signal, c'est 1 sur 50 Hz, donc il va nous donner 20 millisecondes. La première onde
qui a la même fréquence que le signal S de T est appelé le fondamental. L'onde suivante, par exemple dans notre cas, c'est la troisième onde et la fréquence 3 multipliée par la fréquence de fondamentale, donc on l'appelle l'harmonique de rang 3 ou bien le troisième harmonique, ainsi de suite pour le cinquième harmonique. Si je représente les amplitudes de ces ondes en fonction de leur fréquence, j'obtiens ce qu'on appelle le spectre en fréquence de signal S de T. Ce spectre-là, il est basé sur la représentation qu'on appelle spectrale. Bien sûr, c'est la représentation de l'amplitude Cn en fonction de la fréquence de ce fondamental, de cette harmonique, ou bien de rang, de l'ordre, ou bien le rang, on dit l'ordre ou bien le rang de l'harmonique. Par exemple, l'harmonique de rang 1, c'est le fondamental, son amplitude égale à 1. Donc je vais représenter ici 1 volt. Le deuxième harmonique, son amplitude, ou bien le troisième harmonique, son amplitude c'est inférieur à 1, c'est 0, par exemple 75. Donc je vais représenter le troisième par 0,75, ainsi de suite. Donc comme ça j'obtiens le spectre en fréquence de signal S de T. Un autre paramètre, c'est la valeur efficace du signal périodique en sinusoïdal. La valeur efficace est un peu différente. La valeur efficace du signal sinusoïdal, c'est la valeur maximale divisée par racine de 2. Donc c'est une relation qui est connue et qui est simple à démontrer. Mais dans le cas du signal périodique, on calcule ce qu'on appelle la true EMS, c'est-à-dire la valeur efficace quadratique. Pour la calculer, bien sûr, on utilise la formule de base qui est la racine carrée de la valeur moyenne de I au carré de T. Si je connais les amplitudes ou bien les valeurs efficaces de chaque harmonique constituant le signal S de T, alors je peux écrire que la valeur efficace du signal S de T elle est égale à la somme quadratique, c'est-à-dire au carré I0 au carré plus I1 au carré. Donc on dit à la somme quadratique de les valeurs efficaces au carré de chaque harmonique. De même pour la tension, V0 au carré plus V1 au carré plus la somme de n supérieur à 2, c'est-à-dire pour n inférieur à 2, on a le 0 et le 1, on les a séparés, il nous reste les harmoniques dont le rang est supérieur à 2. Pourquoi on a isolé ces termes-là? C'est ce qu'on va voir bien sûr dans la partie qui va suivre. Comme vous le voyez ici, on va poser le segment de n supérieur à 2 fois n au carré, on va le poser égal à IH, et V supérieur à 1 pour n égale à 2, on va le poser égal à VH. Donc la valeur efficace peut s'écrire d'une autre manière, qui est égale à I0 au carré plus I1 au carré plus la valeur efficace du courant harmonique, la valeur efficace des harmoniques. C'est la valeur efficace du fondamental plus la valeur moyenne, bien sûr au carré, plus la valeur efficace des harmoniques au carré. Donc c'est la même relation que je vais utiliser pour les tensions. Si on connaît la valeur efficace des harmoniques et que la valeur efficace du fondamental est aussi connue, on peut déduire un autre paramètre qu'on appelle le taux de distorsion harmonique. Ce taux de distorsion va nous permettre de savoir à quel niveau notre signal est loin d'être sinusoïdal. Donc si le taux s'approche de 1, lorsque je dis 1, c'est-à-dire 100%, notre signal est de plus en plus loin de la sinusoïde. Mais si le taux est envers 0, alors là on peut conclure que notre signal est sinusoïdal. Donc si vous trouvez par exemple le taux de distorsion égal à 0, là vous déduisez directement que votre signal est sinusoïdal, plus bien sûr elle est périodique, ça par défaut. La formule
la plus connue pour le calcul de taux de distorsion harmonique. Il est donné dans la page devant vous, donc cette définition. Donc c'est la valeur efficace des harmoniques divisée par la valeur efficace du fondamental. Alors, si je remplace la valeur efficace des harmoniques par la relation, c'est-à-dire IH, et que je remplace le fondamental par sa valeur efficace, j'obtiens celle de PHDI, ou bien le taux de distorsion harmonique du courant, et de même celle de la tension. Comme remarque ici, que j'ai mentionné oralement, si le THD égale à 0, alors le signal est purement sinusoidal. Il existe une autre définition de taux de distorsion se rapportant à la valeur efficace du signal dans sa globalité. C'est-à-dire, là, on peut calculer la valeur efficace non pas par rapport au fondamental, mais par rapport à la valeur efficace RMS du signal S de T. Je peux donc écrire que le THD égale à sigma de n supérieur ou égal à 2 de Vn au carré sur sigma de n supérieur à 1 de Vn au carré. Là, bien sûr, avec la supposition que la valeur moyenne est égale à 0. Passons maintenant aux expressions de la puissance en présence d'harmonique. Comme vous le savez, la puissance est définie par sa formule instantanée P de t égale à V de t fois I de t. Donc à partir de cette formule, je peux extraire plusieurs informations, à savoir la puissance active qui est égale à V0 fois I0 plus V1 fois I1 fois cos phi1 plus V2 fois I2 fois cos phi2. Pourquoi j'obtiens ce calcul-là, ou bien cette formule-là? Parce que la puissance active, c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. Donc c'est un calcul simple à faire, bien sûr. Donc si je veux l'obtenir, je peux mettre P égale à 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à la période de P de T. Je remplace P de T par I fois V. Et bien sûr, je vais remarquer que chaque terme, pour chaque rang, j'obtiens une formule plus un terme qui va s'annuler, bien sûr, qui dépend du temps. Alors, la puissance active aura comme relation P égale à V0 fois I0, ainsi de suite, quand vous avez la relation devant vous. Les trois autres puissances, on a la puissance apparente. Et il faut faire attention, celle-là, elle se calcule par la valeur efficace de la tension, c'est-à-dire la valeur RMS, multipliée par le courant IRMS. C'est la valeur efficace du courant. Donc, j'ai dit, pour la puissance réactive, c'est V1 fois I1 fois sinus phi1 plus sigma de 1 supérieur à 2, supérieur ou égal à 2, de Vn I1 fois sinus phi1. Pour la puissance déformante, elle est définie par la relation D égale à la racine carrée de S au carré moins P au carré moins Q au carré. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention. Donc pour la suite, vous allez la trouver dans la vidéo suivante.